Sophie raccrocha le téléphone avec un tremblement qu'elle ne pouvait contrôler. Son père venait de lui annoncer qu'il la déshéritait. La voix froide et implacable comme un verdict de tribunal. Elle s'effondra sur le sol de son appartement parisien, réalisant que l'amour qu'elle avait choisi venait de lui coûter sa famille entière. C'était une matinée ensoleillée de printemps à Paris. Mais pour Sophie, le monde s'était assombri en un instant. À 28 ans, elle était une avocate prometteuse dans un cabinet réputé du quartier des Champs-Élysées. Ses journées étaient rythmées par des plaidoiries intenses et des négociations serrées, où chaque mot comptait. Mais ce jour-là, rien ne comptait plus que la conversation qu'elle venait d'avoir. Son père, un homme d'affaires conservateur de la banlieue bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, n'avait pas mâché ces mots. Tu as choisi cette vie contre nature, Sophie. Tu n'es plus ma fille. Ces paroles résonnaient dans sa tête comme un écho interminable. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie du Marais. Sophie y était allée pour se détendre après une semaine épuisante. Elle n'avait jamais été attirée par les hommes de manière profonde, mais elle avait toujours attribué cela à son ambition professionnelle. Les relations passées avec des collègues masculins avaient été superficielles, des arrangements plus que des passions. Ce soir-là, cependant, elle croisa le regard de Marie, une jeune artiste de 25 ans dont les toiles abstraites captivaient l'attention de tous. Marie était l'opposé de Sophie, libre, imprévisible, avec des cheveux blonds courts qui encadraient un visage anguleux et expressif. Ses yeux bleus pétillaient d'une vitalité contagieuse, et son sourire avait quelque chose de rebelle. Elles commencèrent à discuter devant une peinture représentant des tourbillons de couleurs, symbolisant pour Marie le chaos des émotions humaines. C'est comme la vie. Non. Imprévisible. Mais beau dans sa folie, avait dit Marie avec un accent légèrement provincial, trahissant ses origines normandes. Sophie se sentit immédiatement attirée par cette énergie. Pour la première fois, elle ressentit une connexion profonde, une étincelle qui n'avait rien à voir avec l'intellect ou la convenance sociale. Elles échangèrent des numéros, et les messages s'enchaînèrent rapidement. Des cafés improvisés devinrent des dîners intimes, et bientôt, Sophie se surprit à anticiper chaque rencontre avec une excitation qu'elle n'avait jamais connue. Mais cette joie naissante était teintée d'une peur sournoise. Sophie venait d'une famille catholique traditionnaliste. Sa mère, une femme au foyer dévouée, organisait des messes dominicales et des dîners où l'on discutait de valeurs morales immuables. Son frère aîné, un banquier marié avec 2 enfants, incarnait l'idéal familial. Annoncer qu'elle aimait une femme? C'était inconcevable. Elle se rappelait les remarques homophobes de son père lors des débats télévisés sur le mariage pour tous. Adopté en France en 2013, mais toujours contesté dans certains cercles. Pourtant, l'attraction pour Marie grandissait. Lors de leur premier baiser, sous les lumières tamisées d'un bar du quartier latin, Sophie sentit son monde basculer. C'était doux, intense, et tellement juste. Je n'ai jamais ressenti ça, murmura-t-elle à Marie, qui répondit par un sourire complice. Elles passèrent la nuit ensemble, parlant jusqu'à l'aube de leurs rêves et de leurs peurs. Marie avait elle-même lutté avec son orientation sexuelle pendant l'adolescence, fuyant une petite ville normande où les ragots pouvaient détruire une vie. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Sophie jonglait entre son travail et ses moments volés avec Marie. Elle mentait à ses collègues, prétextant des rendez-vous professionnels pour justifier ses absences. À la maison, elle évitait les appels de sa famille, craignant que sa voix ne trahisse son secret. Mais la pression montait. Marie, plus ouverte, voulait officialiser leur relation. Pourquoi se cacher? On est en France.
Au XXIe siècle, disait-elle souvent. Sophie hésitait. Elle savait que révéler son amour signifierait affronter non seulement sa famille, mais aussi les jugements subtils de la société. Dans son milieu professionnel, l'homosexualité était tolérée, mais pas toujours acceptée. Elle imaginait les regards en coin, les promotions manquées. Et puis, il y avait l'aspect moral, avait-elle le droit de briser le cœur de ses parents pour son bonheur personnel? Un soir, après une dispute avec Marie sur ce sujet, Sophie rentra chez elle en larmes. Elle appela sa mère, cherchant un réconfort inconscient. Mais les mots sortirent malgré elle. « Maman, je suis amoureuse d'une femme. » Le silence au bout du fil fut assourdissant. Puis, la voix tremblante de sa mère, « Ne dis pas ça, Sophie. C'est une phase. Viens à la maison. On en parlera. » Le week-end suivant, Sophie se rendit chez ses parents. L'atmosphère était tendue. Son père, assis dans son fauteuil en cuir, la fixait avec un mélange de colère et de déception. « C'est contre nos valeurs, contre Dieu, » tonna-t-il. Sa mère pleurait en silence, murmurant des prières. Son frère, présent pour l'occasion, tenta de tempérer. « Sophie, pense à l'avenir. Tu veux des enfants? Une famille normale? » Sophie défendit son amour avec ferveur, expliquant comment Marie la faisait se sentir vivante. Mais ses arguments tombèrent dans le vide. La soirée se termina par un ultimatum. « Choisis. Sophie. Elle ou nous. » Elle partit le cœur brisé, sachant qu'elle ne pouvait renoncer à Marie. De retour à Paris, elle trouva du réconfort dans les bras de sa compagne. Elles décidèrent de vivre ensemble, louant un petit appartement dans le 11e arrondissement. Les premiers mois furent idylliques, promenades le long de la Seine, soirées à peindre et à débattre de droit et d'art. Mais les fissures apparurent vite. Sophie recevait des messages sporadiques de sa mère, pleins de reproches voilés. Son père coupait tout contact financier, forçant Sophie à puiser dans ses économies. Marie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Issue d'une famille modeste, elle avait été rejetée par ses parents adolescents lorsqu'elle avait avoué son homosexualité. « J'ai survécu seule. Et toi aussi tu le peux, » encourageait-elle Sophie. Mais cette force apparente cachait une vulnérabilité. Marie craignait que Sophie ne craque sous la pression et ne l'abandonne. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à la place de la République, elles se tinrent la main publiquement pour la première fois. Sophie sentit un mélange d'euphorie et de terreur. Des passants les regardaient, certains avec bienveillance, d'autres avec dédain. C'était la France moderne, mais les préjugés persistaient dans les coins sombres de la société. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Sophie reçut un appel de son frère. « Papa est malade? Sophie. Un cancer. Il veut te voir? Mais seulement si tu reviens à la raison. » Le choc la frappa comme un coup de poignard. Était-ce un piège moral? Ou une réelle opportunité de réconciliation? Elle se tourna vers Marie, les yeux emplis de larmes. « Que dois-je faire? » Marie serra sa main. « C'est ton choix. Mais souviens-toi, l'amour vrai ne se négocie pas. » Sophie hocha la tête. Mais au fond d'elle, le doute s'insinuait. Le prix de son bonheur semblait soudain insurmontable. Sophie hésita devant la porte de la maison familiale, le cœur battant. Son père, affaibli par la chimiothérapie, l'attendait à l'intérieur. Mais l'ultimatum planait toujours. En entrant, elle croisa le regard accusateur de sa mère,
Et comprit que rien n'avait changé. Les jours suivants furent un tourbillon de visites à l'hôpital et de conversations tendues. Son père, alité, la suppliait de revenir sur le droit chemin pour le bien de la famille. Pense à ton héritage. À nos traditions, murmurait-il d'une voix faible. Sophie écoutait, déchirée entre la pitié et la colère. Elle aimait son père. Mais comment pouvait-elle trahir Marie? De retour à Paris, elle confia ses tourments à sa compagne. Marie, compréhensive au début, commença à montrer des signes d'impatience. Il te manipule, Sophie. Ne les laisse pas te détruire. Mais Sophie sentait la culpabilité la ronger. Elle annulait des soirées avec Marie pour aller voir son père, prétextant des urgences professionnelles. Les mensonges s'accumulaient, creusant un fossé entre elles. Un soir, après une visite épuisante, Sophie rentra tard. Marie l'attendait, les bras croisés. « Où étais-tu vraiment » demanda-t-elle d'un ton sec. Sophie avoua tout. Et la dispute éclata. « Tu vas les choisir eux. C'est ça? Après tout ce qu'on a construit, cria Marie. Les larmes aux yeux. Sophie tenta de la calmer. Mais les mots blessants fusèrent. Tu es faible? Sophie. Tu préfères leur approbation à notre amour. La nuit fut longue, remplie de silence pesant. Le lendemain, Marie partit pour une résidence d'artiste en Provence, laissant Sophie seule avec ses pensées. C'était censé être une pause de 2 semaines? Mais Sophie y vit un abandon. Elle se plongea dans le travail, défendant des cas de discrimination au tribunal, ironiquement similaires à sa propre vie. Une cliente, une femme lesbienne harcelée par son employeur, lui confia, l'amour vaut tous les combats. Mais il faut être prête à tout perdre. Ces paroles résonnèrent en Sophie. Elle décida de confronter sa famille une fois pour toutes. Lors d'un dîner dominical, elle annonça fermement, « J'aime Marie. Et je ne changerai pas. Si vous ne pouvez l'accepter, alors adieu. » Son père, choqué, la traita de traîtresse. Sa mère pleura, accusant Sophie de briser la famille. Son frère, plus pragmatique, murmura, « Tu regretteras ça quand il sera trop tard. » Sophie quitta la maison en claquant la porte, le cœur en miettes. Elle appela Marie, qui répondit froidement. « Je suis en train de peindre. On en parle plus tard. » La distance géographique accentuait la fracture émotionnelle. Sophie erra dans les rues de Paris, passant devant des couples hétérosexuels main dans la main, se sentant isolée dans une ville pourtant progressiste. Les préjugés sociétaux la rattrapaient aussi au travail. Un collègue, apprenant la nouvelle par inadvertance, fit une remarque déplacée lors d'une pause café. « Ah, les lesbiennes, c'est à la mode maintenant. » Sophie riposta avec véhémence. Mais l'incident la marqua. Elle réalisa que même en France, où le mariage gay était légal, les mentalités évoluaient lentement. Marie revint à Paris, mais leur relation avait changé. Elles évitaient les sujets sensibles, se concentrant sur le quotidien. Pourtant, une tension sous-jacente persistait. Marie, sentant la vulnérabilité de Sophie, commença à sortir plus souvent avec des amis artistes. Des soirées où l'alcool et les confidences coulaient à flot. Un soir, Sophie rentra plus tôt et surprit Marie au téléphone. Elle est trop attachée à sa famille bourgeoise. Je ne sais pas si ça va durer. Les mots transpercèrent Sophie comme une lame. Étaient-ce de la trahison? Elle confronta Marie, qui admit avoir des doutes. Je t'aime. Mais je ne veux pas être ton second choix, expliqua-t-elle.
La dispute escalada en une nuit de révélations douloureuses. Marie avoua avoir flirté avec une autre artiste pendant sa résidence. Rien de physique, mais une connexion émotionnelle. C'était pour me sentir vivante. Pas piégée, dit-elle. Sophie, blessée, hurla, et moi? Je sacrifie tout pour toi. Elles se réconcilièrent dans les larmes, promettant de communiquer mieux. Mais le mal était fait. Sophie commença à questionner ses choix. Avait-elle sacrifié sa famille pour une relation instable? Elle consulta une thérapeute spécialisée dans les questions LGBTQ+. Les conflits internes sont normaux, lui dit la professionnelle. Mais vous devez définir vos priorités. Inspirée, Sophie organisa une rencontre entre Marie et sa mère, espérant un miracle. La soirée fut tendue, sa mère, polie mais distante, posa des questions intrusives sur leur mode de vie. Marie répondit avec dignité. Mais le fossé culturel était évident. À la fin, sa mère murmura, « Je prie pour que tu changes d'avis. » Sophie. Déçue mais déterminée, Sophie décida de couper les ponts temporairement avec sa famille. Elle se concentra sur sa relation avec Marie, planifiant un voyage en Bretagne pour se ressourcer. Mais juste avant le départ, un appel de l'hôpital, son père avait fait une rechute. « Il te demande, » dit son frère. Sophie annula le voyage, provoquant une nouvelle dispute avec Marie. « Toujours eux en premier », accusa-t-elle. Sophie partit seule pour Neuilly, rongée par la culpabilité. À l'hôpital, son père, pâle et fragile, lui tendit la main. « Je t'aime, ma fille. Mais je ne peux accepter ça. » Sophie pleura, déchirée entre l'amour filial et son identité. De retour, elle trouva l'appartement vide. Marie avait laissé un note, « J'ai besoin d'espace. Appelle-moi quand tu auras choisi. » Le monde de Sophie s'effondra une fois de plus. Était-ce la fin? Sophie fixa la note de Marie, les mots dansant devant ses yeux embués. Son monde, déjà fragilisé, venait de se briser en 1000 morceaux. Elle appela Marie frénétiquement, mais tomba sur la messagerie. Un silence qui hurlait plus fort que n'importe quelle dispute. Les jours suivants furent un calvaire. Sophie errait dans l'appartement vide, hantée par les souvenirs. Elle se rappelait leurs rires partagés, les matins paresseux au lit, les débats passionnés sur l'art et la justice. Comment en était-elle arrivée là? Elle blâmait sa famille. Mais au fond, elle savait que ses hésitations avaient creusé le gouffre. Au travail, elle se forçait à sourire, plaçant des arguments impeccables devant des juges impassibles. Mais en privé, elle s'effondrait. Une amie proche, elle aussi lesbienne, l'invita à un groupe de soutien à Montparnasse. Là, elle entendit des histoires similaires, rejets familiaux, trahisons amoureuses, luttes intérieures. L'acceptation commence par soi-même, conseilla une participante. Inspirée, Sophie décida de reconquérir Marie. Elle se rendit à l'atelier de sa compagne, un loft industriel dans le 19e arrondissement. Marie était là, peignant avec fureur, ses toiles reflétant le chaos de ses émotions. « Je suis désolée, » murmura Sophie. Marie posa son pinceau, les yeux rougis. « Moi aussi. Mais on ne peut continuer comme ça. » Elles parlèrent des heures, déversant leur peur. Marie avoua sa jalousie envers la famille de Sophie. Même dysfonctionnelle. « J'ai perdu la mienne il y a longtemps. Toi, tu as encore une chance. » « Sophie promit de prioriser leur couple. Mais le doute persistait.
Peu après, une opportunité professionnelle surgit, un poste à Lyon pour Sophie, avec un salaire plus élevé. C'était une chance de recommencer, loin des pressions parisiennes. Marie, excitée, accepta de la suivre. Elles emballèrent leurs affaires, rêvant d'une nouvelle vie. Mais avant le départ, Sophie reçut un email de son frère. « Papa va mieux, mais il veut te voir une dernière fois. » Sans elle. C'était un piège évident. Mais la culpabilité l'envahit. Elle décida d'y aller seule, mentant à Marie sur un rendez-vous client. À Neuilly, l'atmosphère était lourde. Son père, assis dans le salon, lui présenta un ultimatum final: renonce à cette vie. Et tout redeviendra comme avant. J'ai même contacté un thérapeute pour t'aider. Sophie fut horrifiée. C'est de la conversion-thérapie? C'est illégal en France, s'exclama-t-elle. La dispute éclata. Sa mère intervint. Suppliante, c'est pour ton bien? Ma chérie. Son frère ajouta, pense à l'héritage? À la stabilité. Sophie se sentit piégée. Comme dans un tribunal où elle était l'accusée. Elle partit en furie, jurant de ne plus revenir. De retour à Paris, Marie l'attendait, suspicieuse. Où étais-tu vraiment? Sophie avoua. Et l'enfer se déchaîna. Tu mens encore. Tu les choisiras toujours, hurla Marie. Sophie tenta de s'expliquer. Mais Marie claqua la porte, partant chez une amie. Seule, Sophie sombra dans la dépression. Elle questionna son identité, était-elle vraiment lesbienne? Ou une phase comme le disaient ses parents? Elle lut des livres sur la psychologie LGBTQ+, cherchant des réponses. Une nuit, elle appela Marie, implorante. Reviens. S'il te plaît. Marie accepta une rencontre neutre dans un café. Là, elles se confrontèrent. Marie révéla avoir embrassé quelqu'un d'autre pendant leur séparation. C'était une erreur? Mais j'étais perdue. Sophie sentit une trahison viscérale. Comment as-tu pu, murmura-t-elle, les larmes coulant. Elles décidèrent de se donner du temps. Mais la confiance était ébranlée. Sophie, déterminée à guérir, s'inscrivit à des thérapies de couple. Marie accepta. Et les sessions révélèrent des blessures profondes. Marie parlait de son abandon passé. Sophie de sa peur du rejet. La thérapeute les guida, l'amour demande des sacrifices. Mais pas l'effacement de soi. Peu à peu, elles reconstruisirent. Elles déménagèrent à Lyon, dans un appartement lumineux donnant sur la Saône. La distance aidait, moins de rappels familiaux. Sophie excellait dans son nouveau job, défendant des droits des minorités. Marie exposait ses œuvres dans des galeries locales, gagnant en reconnaissance. Mais le passé ressurgit. Un appel de sa mère: ton père est en rémission. Mais il est déprimé sans toi. Sophie hésita. Puis invita sa mère à Lyon. Sans son père. La visite fut prudente, discussion superficielle, évitant les sujets sensibles. À la fin, sa mère murmura: je t'aime. Quoi qu'il arrive. C'était un pas minuscule, mais significatif. Marie, jalouse au début, apprit à tolérer ses contacts. Leur relation s'approfondit, avec des moments de vulnérabilité partagés. Pourtant, une ombre planait, la trahison de Marie. Sophie y repensait souvent, se demandant si elle pouvait pardonner pleinement. Lors d'une soirée arrosée avec des amis lyonnais, Marie flirta ouvertement avec une femme. Sophie, blessée,
La confronta plus tard. C'est innocent, défendit Marie. Mais pour Sophie, c'était un rappel douloureux. Je sacrifie ma famille pour toi. Et tu joues avec le feu? La dispute marqua un tournant. Sophie envisagea la rupture, pesant les coups émotionnels. Était-ce valable de tout perdre pour un amour incertain? Elle consulta sa thérapeute seule, explorant ses options. Finalement, elle posa un ultimatum à Marie, engage-toi pleinement. Ou c'est fini. Marie, choquée, promit de changer. Elles scellèrent leur pacte par un week-end romantique à Annecy, redécouvrant leur passion. Mais au retour, un message de son frère, papa a fait un testament. Tu es exclu si tu persistes. Le choix était clair, mais douloureux. Sophie déchira le message, choisissant Marie. Pourtant, la nuit, elle pleurait en silence, se demandant si elle avait fait le bon choix. Sophie se réveilla en sueur, hantée par un cauchemar où elle perdait tout, Marie, sa famille, son identité. La réalité n'était guère meilleure. Elle fixait le plafond de leur appartement lyonnais, se questionnant sur les sacrifices accumulés. Les mois suivants testèrent leur résilience. Sophie, promue associée dans son cabinet, gérait des cas complexes de discrimination sexuelle. Ironiquement, elle aidait les autres à revendiquer leurs droits tandis que les siens étaient en lambeaux. Marie, de son côté, préparait une grande exposition, canalisant ses émotions dans l'art. Mais les tensions ressurgissaient. Lors d'une visite surprise de son frère à Lyon, il tenta de la convaincre, « Papa regrette ? Mais il faut que tu montres du repentir. » Sophie refusa. Mais l'échange la perturba. Elle en parla à Marie, qui réagit avec colère, « Arrête de les laisser t'atteindre. » La dispute escalada quand Marie avoua avoir revu l'artiste avec qui elle avait flirté. C'était pour discuter d'une collaboration, jura-t-elle. Sophie, méfiante, fouilla son téléphone, un acte qu'elle regretta immédiatement. Elle y trouva des messages ambigus, confirmant ses soupçons. La confrontation fut explosive. « Tu me trahis encore », accusa Sophie. Marie pleura, « C'est toi qui es paranoïaque à cause de ta famille. » Elles se séparèrent pour la nuit, Sophie dormant sur le canapé. Le lendemain, elles tentèrent de recoller les pièces. Mais la confiance était irrémédiablement brisée. Sophie envisagea de retourner à Paris, près de sa famille. Peut-être qu'ils avaient raison, se dit-elle, rongée par le doute moral. Était son amour pour Marie un péché? Comme le prêchait son éducation catholique? Elle contacta un prêtre progressiste, cherchant guidance. L'amour est amour. Sophie. Dieu ne juge pas les cœurs purs. Ces mots l'apaisèrent temporairement, mais les pressions sociétales persistaient. À Lyon, moins cosmopolite que Paris, elle subissait des regards hostiles en public. Lors de l'exposition de Marie, un triomphe artistique, Sophie se sentit fière mais isolée. Marie brillait, entourée d'admirateurs. Sophie surprit une conversation, Marie confiant à une amie. Sophie est trop conventionnelle. Parfois, je me sens étouffée. Les mots la transpercèrent. Blessée, Sophie quitta la soirée sans un mot. De retour chez elle, elle emballa ses affaires. C'est fini, déclara-t-elle quand Marie rentra. Marie supplia, ne fais pas ça. On peut réparer. Mais Sophie était déterminée. J'ai tout sacrifié pour toi. Et tu me traites comme une option. Marie partit en larmes, laissant Sophie seule avec ses regrets. Elle appela sa mère, cherchant réconfort.
Reviens à la maison, implora celle-ci. Sophie accepta, retournant à Neuilly pour une période d'essai. Là, l'accueil fut mitigé. Son père, en meilleure santé, évitait le sujet. Sa mère organisait des dîners avec des amis célibataires, tous des hommes. Sophie se sentait manipulée, mais la familiarité la réconfortait après le chaos. Pourtant, elle pensait constamment à Marie. Des messages arrivaient, « Je t'aime toujours. Reviens. » Sophie résistait, se convainquant que c'était pour le mieux. Elle recommença à fréquenter l'église, cherchant paix intérieure. Un jour, son frère organisa une rencontre avec un ex-petit ami de Sophie. Pour te rappeler le bon vieux temps, dit-il. La soirée fut awkward, confirmant que les hommes ne l'attiraient plus. Elle rentra en pleurs, réalisant son erreur. Elle contacta Marie, qui répondit froidement. Tu m'as abandonné. Maintenant ? C'est trop tard. Sophie apprit que Marie sortait avec quelqu'un d'autre. La jalousie la consuma. Mais elle reconnut sa part de responsabilité. Déterminée à se reconstruire, Sophie quitta la maison familiale définitivement. Elle loua un studio à Paris, reprenant son ancien job. Seule, elle affronta ses démons, les préjugés internes, les choix moraux. Elle rejoignit des associations LGBTQ+, trouvant une communauté supportive. Lors d'un événement, elle croisa Marie par hasard. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions. Elles parlèrent, revivant les bons moments. J'ai fait des erreurs, admit Marie. Sophie aussi. Elles décidèrent d'être amies. Un pas prudent. Mais la tension romantique persistait. Une soir, après un verre, elles s'embrassèrent. C'était comme au début. Intense et juste. Elles reprirent leur relation, avec des règles claires, communication ouverte, indépendance. Sophie informa sa famille par lettre, « C'est ma vie. Acceptez-la ou perdez-moi. » La réponse fut silencieuse au début. Puis un appel de sa mère, « Viens avec elle au prochain dîner. » C'était une olive branche inattendue. Le dîner fut tendu, mais civil. Son père grogna des salutations. Sa mère posa des questions polies sur l'art de Marie. Son frère resta neutre. Ce n'était pas l'acceptation totale, mais un début. Pourtant, des fissures apparurent vite. Marie, sentant la condescendance, se retira. Ils ne changeront jamais, dit-elle. Sophie, déchirée, défendit sa famille. Une nouvelle dispute éclata, menaçant leur fragile équilibre. Sophie réalisa que les choix n'étaient jamais simples. Chaque décision entraînait des dommages collatéraux. Des blessures qui cicatrisaient lentement. Sophie se tenait au bord de la Seine, contemplant les lumières de Paris scintiller sur l'eau. Après des mois de tumulte, elle cherchait un semblant de paix. Marie était à ses côtés. Mais leur relation, bien que réparée, portait les cicatrices des trahisons passées. Les semaines suivantes furent un exercice de équilibre précaire. Elles vivaient ensemble à nouveau. À Paris cette fois. Dans un appartement du Marais, quartier symbolique de la communauté LGBTQ+. Sophie négociait avec sa famille des visites sporadiques, où Marie était tolérée mais pas pleinement embrassée. Son père, toujours distant, évitait les conversations profondes. Sa mère, plus ouverte, envoyait des messages occasionnels, demandant des nouvelles de « ton ami ». Marie, de son côté, florissait artistiquement. Son exposition à Lyon avait attiré l'attention nationale,
Et elle préparait une nouvelle série sur les thèmes de l'identité et du rejet. Sophie l'encourageait, mais sentait une distance grandir. Marie passait plus de temps à l'atelier, prétextant l'inspiration. Un soir, Sophie rentra et trouva Marie en compagnie d'une collaboratrice, riant intimement. La jalousie surgit, ravivant les vieux doutes. C'est professionnel, assura Marie. Mais Sophie, marquée par le passé, insista pour plus de transparence. La discussion dégénéra en accusation mutuelle. Tu ne me fais plus confiance, reprocha Marie. Et pour cause, rétorqua Sophie. Elles décidèrent d'une pause, Marie partant pour un atelier en Normandie. Seule, Sophie réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié trop pour un amour qui semblait toujours instable? Elle consulta sa thérapeute, les relations demandent du travail, mais aussi de l'acceptation des limites. Sophie pesa les coups, perte familiale partielle, stress émotionnel, contre les joies de l'authenticité. Pendant cette pause, elle reçut une lettre de son père, je lis des livres sur le sujet. Peut-être que j'ai tort. C'était un miracle inattendu. Fruit des efforts de sa mère. Sophie pleura de soulagement, voyant une lueur d'espoir. Elle appela Marie pour partager la nouvelle. Marie, émue, revint à Paris. Elles se réconcilièrent, promettant fidélité et soutien. Pour la première fois, elles planifièrent un avenir, mariage civil, peut-être des enfants via adoption. Mais la société rappelait ses défis. Lors d'une conférence juridique, Sophie défendit un cas d'homophobie au travail. Les arguments adverses, écho de ceux de son père, la firent douter. Était la France vraiment progressiste? Ou les préjugés se cachaient-ils sous une façade libérale? Marie, inspirée, créa une toile représentant deux femmes enlacées face à une tempête, symbolisant leur lutte. L'œuvre fut acclamée, mais attira des critiques conservatrices en ligne. Des menaces anonymes arrivèrent, testant leur résilience. Unies contre l'adversité, elles affrontèrent ensemble. Sophie organisa une rencontre familiale élargie, invitant Marie officiellement. L'atmosphère fut crispée, son père posa des questions maladroites, mais écouta les réponses de Marie sur son art et sa vie. À la fin, il murmura, « Je ne comprends pas tout. Mais je vois que tu es heureuse. » C'était une victoire modeste, mais transformative. Sophie sentit un poids se lever. Elle réalisa que les choix moraux n'étaient pas binaires, on pouvait aimer sa famille tout en restant fidèle à soi. Pourtant, des tensions persistaient. Marie, ambitieuse, accepta une résidence à Berlin pour 6 mois. C'est une opportunité, dit-elle. Sophie, craignant la distance, accepta à contre-cœur. On survivra, promit-elle. Pendant l'absence de Marie, Sophie se rapprocha de sa famille. Des dîners réguliers, des discussions honnêtes. Son père s'ouvrit progressivement, admettant ses peurs ancrées dans l'éducation. « J'ai eu tort de te forcer, confia-t-il. » Marie revint changée, plus mature. Elles renouèrent, plus fortes. Mais Sophie gardait une cicatrice, les trahisons passées. Elle se demandait si le pardon était total. La vie continua, avec ses hauts et bas. Sophie excellait professionnellement, Marie artistiquement. Elles participèrent à des marches des fiertés, défendant leurs droits. Un jour, lors d'une dispute mineure, Marie lança, parfois. Je me demande si on n'aurait pas dû arrêter plus tôt. Sophie, choquée, répondit, après tout ça? Elles réfléchirent.
réalisant que leur amour, bien que imparfait, valait les luttes. À la fin, Sophie comprit que les choix définissent qui l'on est. Les dommages étaient réels, mais la croissance aussi. Elle embrassa Marie, scellant leur engagement. Mais une question persistait. Gisant au cœur de leur histoire, est-il moralement juste de prioriser son bonheur personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?